Salut à tous, c'est Clémence Castel. Je suis aujourd'hui avec Sam pour vous présenter mon livre qui s'appelle Aller jusqu'au bout. Alors vous me connaissez à travers certainement koh Lanta, que j'ai gagné à 2 reprises en 2005 et 2018. Bonjour à tous, bonjour Clémence. Bonjour Sam. Donc tu l'as dit, je ne vais pas refaire l'intro à ta place, on t'a tous découvert en 2005, tu avais seulement 20 ans. C'était dans koh Lanta et on va revenir dessus dans quelques instants. Mais on va aussi parler de ton livre qui est extrêmement inspirant et que je vous invite à découvrir. Ton livre, il s'appelle Aller jusqu'au bout. Alors, de koh Lanta à la vie de famille, on parle de comment se dépasser soi-même. Il est décrit comme étant une méthode simple et sincère pour mener ses projets à terme et aller jusqu'au bout, malgré les difficultés. À l'intérieur, il y a beaucoup d'astuces et de conseils. Est-ce que c'était une volonté de ta part de le rendre attractif ? Alors ma volonté, c'était de transmettre tout ce qui m'a servi à aller jusqu'au bout de 2 aventures comme koh Lanta. Parce que souvent, quand je croise les gens dans la rue ou même sur les réseaux sociaux, quand on me pose des questions, on me dit « Mais comment as-tu fait pour aller au bout de 2 aventures comme koh Lanta ?» Donc ça, c'était le premier but. Et le deuxième but, c'était aussi d'essayer de transmettre tout ce que j'ai appris de ces aventures-là, donc de koh Lanta, mais aussi de mon parcours de sportive, parce que j'ai fait beaucoup de tennis dans ma jeunesse, et mon parcours professionnel, familial. Mon but étant de transmettre le maximum de choses et de transmettre aussi une partie de mon état d'esprit qui me permet d'avancer au quotidien. Est-ce que tu penses que c'est une clé de la réussite importante que de penser positif ? Je pense que penser positif, c'est important pour être heureux, tout simplement. Après, donc dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui, parce que la réussite est, pour moi, forcément liée au sentiment de bonheur et au fait d'être heureux. Parce que je parlais tout à l'heure de s'inspirer des autres. Moi, je m'inspire aussi bien de grands patrons qui ont beaucoup d'argent que de la boulangère que je vois tous les matins. Parce que, au fond, peut-être que la boulangère est plus heureuse que les grands patrons. Donc, la réussite n'est pas que financière ou n'est pas que liée à une carrière. Tout dépend de ce qu'on veut faire de sa vie. Si on met nos objectifs dans notre vie de famille, on peut avoir un métier tout à fait banal, mais trouver notre bonheur dans notre vie de famille. Chaque personne a des aspirations différentes et l'important, c'est de rester soi-même et de guider notre vie telle qu'on veut la guider. Donc ça veut dire qu'on pourrait potentiellement se fabriquer un mental de héros. Je pense qu'on a tous en nous des capacités pour faire des choses exceptionnelles. Après, il faut rester soi-même, il faut se donner des objectifs, il faut avoir cette discipline, entre guillemets, de vouloir s'améliorer un petit peu chaque jour, parce que c'est important pour ressentir ce sentiment d'accomplissement, d'avoir des petites victoires quotidiennes. Alors, essayer tous les matins de se dire aujourd'hui, je vais essayer de m'améliorer dans ce domaine-là. Alors, c'est des améliorations vraiment infimes, mais toutes ces petites améliorations quotidiennes mises bout à bout peuvent créer une grande réussite. Oui, c'est ce qu'on disait quand on était en off, mais on peut le partager. On nous apprend à faire des to-do list, on nous apprend à hiérarchiser nos tâches dans le cadre du travail, mais on ne nous l'apprend pas dans la vie. En tout cas, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas ça. C'est pas de construire sa vie telle qu'on a envie. Ce qu'on apprend à l'école, c'est pas lié forcément au bonheur, au fait d'être heureux, etc. Mais ça me paraît quand même très important. Donc c'est pour ça aussi, grâce à koh Lanta, je me suis tournée, en préparant mon dernier koh Lanta, je me suis tournée vers la méditation et ça m'apporte énormément de sérénité. Et je peux dire de bonheur parce que c'est le simple fait de se recentrer sur soi-même pendant quelques minutes par jour. Ça permet de faire un point de sa journée, de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et de se recentrer sur ce qu'on a vraiment envie de faire de sa vie. Et moi, la méditation, ça m'aide énormément au quotidien. En 2005, tu sais pourquoi tu as participé à koh Lanta alors que tu avais 20 ans, que tu étais en 2e année de fac de sport ? Alors j'ai participé à ce premier koh Lanta à 20 ans parce que depuis toute petite, je rêvais d'être joueuse de tennis professionnelle. Depuis mes 5-6 ans, voire 7 ans, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc je m'entraînais, j'ai fait des sacrifices aussi étant plus jeune à l'adolescence. Voilà, c'était mon projet personnel. Et après mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour ne faire que du tennis. Et là, je me suis aperçue, ça a été vraiment une vraie remise en question parce que je me suis aperçue que c'était pas forcément fait pour moi. Le fait de ne faire que du tennis et de n'être que dans cette sphère-là me mettait la pression, m'angoissait.
Et ça a été une vraie déception pour moi, mais je n'ai pas voulu me mentir à moi-même. Je me suis dit, bon, tu vois que peut-être que tu t'es trompé de projet. J'ai beaucoup appris pendant toutes ces années parce que le sport, c'est une des meilleures écoles de la vie. Mais peut-être que je n'arriverai pas à atteindre mon objectif d'être joueuse professionnelle de tennis. Et ça a été dur à accepter. Mais l'été qui a suivi, j'étais sur mon canapé devant Koh-Lanta et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le bon moyen pour me prouver que je suis capable de faire de belles choses en dehors d'un terrain de tennis. Donc, j'ai écrit ma petite lettre de motivation à la main et j'ai envoyé ma lettre à la production de Koh-Lanta. Mais tu pensais que tu étais bonne qu'à faire du tennis à ce moment-là ? Ta vie tournait autour du tennis ? Oui, jusqu'à présent, ma vie tournait autour du tennis parce que c'était des entraînements quotidiens, ça a été, comme je disais, des sacrifices. Tout mon quotidien, je mangeais tennis, je dormais tennis, mes amis faisaient partie du tennis. Et ça a été, à 20 ans, une vraie remise en question, enfin à 19 ans. Tu te sentais heureuse ? Je me sentais heureuse parce que j'ai eu le sentiment d'aller au bout, on y revient, de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de donner mon maximum dans cette activité-là. D'accord. Et simplement, je me suis dit, j'ai peut-être pas tous les atouts, à la fois physiques, à la fois techniques et puis psychologiques, pour atteindre mon objectif. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette année sabbatique pour me consacrer au tennis, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Peut-être que si je n'avais pas eu cette expérience-là, de ne faire que ça, toute ma vie, je me serais dit, si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait donné ? Je suis d'accord, mais tu ne penses pas qu'il en faut quand même du courage pour prendre une décision comme celle-là, que tu as prise quand tu avais 20 ans ? Je pense qu'il faut avoir la force de caractère de ne pas se mentir à soi-même. Voilà. C'est peut-être ça qui est le plus dur. et c'est difficile parce que quand on est accroché à un objectif, on a forcément envie d'y croire. Sinon, ça ne sert à rien de se lancer dans un projet. Mais comment savoir quand on est sur la mauvaise voie ? Qu'est-ce qui a fait en toi que tu t'es dit, c'est pas ça, il faut que j'aille ailleurs. Parce que tu savais pas que tu allais avoir ta notoriété fulgurante et tout ce que tu allais faire par la suite. Ah mais effectivement, je savais pas du tout ça. Alors déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'écouter la petite voix qu'on a au fond de soi-même et qu'on entend. Alors parfois, on n'a pas très envie de l'entendre parce que ça va pas dans le sens de ce qu'on a envie de faire, même par rapport au regard extérieur. C'est pas évident d'assumer certains choix. Par exemple, c'est pas évident par rapport à l'époque à mes parents où ils m'ont soutenu dans ce projet-là, financièrement, au niveau de la logistique, etc. De leur dire au bout d'un an, écoutez, je pense que je vais pas continuer sur ce chemin-là, en tout cas. Il a fallu l'assumer aussi, mais ils ont vu aussi que je donnais mon maximum et que voilà, donc j'étais assez à l'aise avec ça. Donc c'est important de s'écouter soi-même et encore une fois de ne pas se mentir. Donc aller jusqu'au bout et ne pas avoir peur de perdre. Oui, tout à fait. Ne pas avoir peur de perdre. Et maintenant, avec un petit peu de recul, à 34 ans, je me rends compte que mes plus belles réussites ont pris naissance dans des échecs. Et pourquoi j'ai eu cette force mentale à Koh-Lanta lors de mon premier Koh-Lanta ? C'est parce que j'avais beaucoup de choses à me prouver. Je savais exactement pourquoi j'étais là. Donc ça m'a permis de dépasser toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et pourquoi j'ai gagné mon deuxième Koh-Lanta l'année dernière, c'est que je suis allée dans cette édition avec une vraie envie, parce que lors de ma précédente participation, j'ai perdu à la moitié du jeu environ. Oui, tu as fait 3 Koh-Lanta quand même. Oui, voilà, j'ai fait 3 Koh-Lanta. T'en as gagné 2, t'es la seule là. Donc j'ai gagné le premier, le deuxième j'ai perdu à la moitié du jeu. Et je suis ressortie de ce Koh-Lanta-là avec une vraie frustration. Et je m'étais juré que si j'avais l'occasion de participer à nouveau, là, je donnerais vraiment mon maximum pour gommer cette frustration-là. Donc, j'y suis allée vraiment dans cet état d'esprit-là. Et je pense que si je n'avais pas perdu en 2009 lors du retour des héros, j'aurais pas gagné en 2018. Donc, tu es allée jusqu'au bout, même 10 ans après. Voilà, je suis allée jusqu'au bout 10 ans après. Et ça me prouve pour la suite qu'il ne faut pas que j'ai peur des échecs. Parce que j'ai vécu des réussites grâce à ces échecs-là. C'est vrai, mais pourtant, en tant qu'être humain, ça fait peur. Comment surpasser ça ? On peut surpasser ça en se rendant compte qu'un échec n'est pas forcément négatif et qu'il vaut mieux prendre ça comme une expérience, en fait. J'ai vécu cette expérience-là et surtout avoir à l'esprit de se dire qu'est-ce que je peux retirer de cet échec-là. Si on vit un échec et qu'on n'en apprend rien, en effet, il ne sert à rien. Si on vit un échec, mais qu'on apprend de cet échec-là, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour faire les choses différemment la prochaine fois,
ah ben là, on considère plus ça comme un échec, mais comme une expérience qui va nous faire avancer, qui va nous faire mûrir, et qui va nous faire grandir, et qui va nous servir pour la suite. Et avec du recul, Clémence, comment est-ce que tu expliques cette grande popularité, cet attrait du public pour toi depuis 2005 ? Je sais que la question n'est pas évidente. Alors, cette popularité, je m'en rends compte au quotidien parce que j'ai énormément de retours positifs, donc qui me font très plaisir. Et c'est pour ça que dans le livre, on a aussi parsemé les pages de quelques commentaires et de quelques témoignages que j'ai recueillis dans les lettres que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Des témoignages très positifs qui, moi, me nourrissent et me donnent aussi confiance en moi. Donc ça, c'est le retour que je peux avoir, c'est important pour moi. Et comment je l'explique ? Je pense que, encore une fois, on en revient au fait de rester soi-même, même devant les caméras. C'est-à-dire que moi, j'ai un tempérament plutôt discret. Je ne suis pas une personne très exubérante, je le sais. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait les caméras que j'ai changé mon tempérament. Et j'ai essayé d'avoir la même ligne de conduite du début à la fin, pour être fidèle à moi-même et assumer tous les choix que j'avais à assumer. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait qu'une marque, par exemple, je me rappelle comme Rexona, te prenne comme égérie ? Je me souviens, moi j'étais devant ma télé, je m'étais dit, oh, mais la classe quoi ! Elle a fait Koh-Lanta, elle est égérie d'une marque avec une bonne réputation. C'est énorme. Ce qui est fou quand même, c'est que moi je me suis inscrite à Koh-Lanta. Forcément, je savais que c'était une émission de télé, mais je ne le faisais pas pour la télé. Et peut-être que c'est ça qui a pu plaire aux gens, c'est que je ne me suis pas pris la tête avec les caméras, tout ça. J'ai vécu cette aventure-là telle que j'étais. Et alors, en effet, ça a attiré une marque comme Rexona. Ça a été une expérience pour moi qui n'était pas prévue. Encore une fois, je ne l'avais pas fait pour ça. Mais j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et j'ai découvert aussi un autre univers parce que moi, la petite étudiante en fac de sport, je me suis retrouvée sur des plateaux télé, sur des plateaux de tournage, etc. Oui, tu as même animé la version française de Fear Factor sur NT1. Tout à fait. Donc, et c'est pareil, de la même manière, j'ai pris ça comme des expériences. Je me suis dit, au moins dans ma vie, j'aurais vécu ce genre de choses. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait aussi. Mais tu te doutais un seul instant quand même quand tu étais plus jeune, alors je parle d'avant le tennis, donc avant tes 20 ans, que tu allais embrasser une carrière médiatique ? Je m'en doutais pas du tout. Et je ne savais pas du tout que ça allait me plaire. Et pour tout vous dire, jusqu'à 18 ans, moi, donc j'étais à fond dans le tennis. À l'époque, j'avais les cheveux courts. J'étais tout le temps en jogging, basket. Jusqu'à 17-18 ans, parfois on m'appelait jeune homme parce que j'étais vraiment dans le côté sport et tout ça. Et le fait d'être devant les caméras, devant des appareils photo, parce que j'ai fait aussi quelques shootings, ça m'a permis aussi d'être un petit peu plus féminine et d'assumer cette féminité-là. Et ça m'a fait du bien en tant que femme aussi. Pourquoi il a fallu que tu apprennes à assumer ta féminité ? Parce que j'étais à fond dans le sport en fait et que je ne voyais que par ce prisme-là et que j'étais omnibulée par ce projet-là. Donc après, il y a forcément des sportives féminines, c'est pas ce que je dis. Mais moi, j'étais à fond là-dedans et le fait de me voir à la caméra, le fait de me voir en photo, ça m'a encouragée à me tourner vers des choses un petit peu plus féminines, tout simplement. Bon alors pour verrouiller l'angle Koh-Lanta, je me dois quand même de te poser la question. Vu que tu as gagné 2 fois Koh-Lanta et que tu es la seule, qu'est-ce que tu as fait des 2 fois 100 000 euros ? Alors, les premiers 100 000 euros, donc j'avais 20 ans, donc c'est quand même pas mal pour débuter dans la vie. Ah oui. Ça m'a permis d'acheter un appartement à Boulogne-Billancourt. Donc voilà, ça a été un bon moyen d'investir. Et comme j'ai à peu près la tête sur les épaules, je n'ai pas dilapidé ça. Même si j'avais 20 ans, j'ai essayé de faire les choses sérieusement. Et les deuxièmes 100 000 euros, maintenant que j'ai une famille, j'adore les voyages et j'ai en tête de vraiment profiter de cet argent-là pour pouvoir voyager en famille dans de bonnes conditions. On a déjà fait un magnifique voyage en Nouvelle-Calédonie et voilà, cela c'est plus pour le plaisir et se créer des souvenirs en famille. C'est une télé-réalité Koh-Lanta pour toi ? Ça fait partie de la télé-réalité parce qu'on nous filme au quotidien. Il y a des plages de tournage. Enfin, tournage, pour moi, c'est pas du tournage, mais les caméras sont omniprésentes. Ça, on va pas se le cacher. Maintenant, moi, à titre personnel, j'aurais été attirée par aucune autre émission de télé-réalité. Moi,
j'ai été attirée par le côté aventure, le côté sportif et dépassement de soi. Mais ça fait malgré tout partie de la télé-réalité. Oui, et je l'assume tout à fait, et c'est comme ça. Mais ça m'a permis de vivre des choses exceptionnelles et qui m'ont enrichi personnellement vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu penses du boycott de la production de Koh-Lanta concernant les candidats qui ont participé à une aventure de Koh-Lanta et qui après se mettent dans des téléréalités dites pures? Je pense que Koh-Lanta, c'est une marque un petit peu à part dans cet univers de la télé-réalité, et ils veulent garder ces particularités-là. Donc ils gardent ces particularités grâce notamment à Denis Brognard qui incarne parfaitement le maître de cérémonie de Koh-Lanta. Et je pense qu'ils veulent se démarquer malgré tout des autres émissions de télé-réalité plus classiques, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'ils boycottent toutes les personnes qui ont fait d'autres télé-réalités. Et je pense que pour le programme et l'image du programme, c'est plutôt bénéfique. Et à contrario, qu'est-ce que tu penses par exemple d'un Dylan, d'une Niesta, d'un Benoît ou plus récemment d'un Pascal qui est dans Les Anges 11 sur Énergie 12? Qu'est-ce que tu penses de ces candidats qui ont participé à Koh-Lanta et qui après se tournent vers la télé-réalité pure? Moi, les candidats qui sont passés de Koh-Lanta à la télé-réalité pure, je le comprends. Et je pars du principe qu'à partir du moment où on a envie de ça, il ne faut pas se priver. Donc ils ont eu envie d'avoir ce parcours-là, ils ont trouvé des opportunités dans cet univers-là, parce qu'ils en avaient envie, eh ben, ils ont tout à fait raison. Moi je sais que ce n'est pas une chose qui m'attire, et je pense que je ne serais pas forcément à l'aise dans ce type d'émission. Je suis sûr que tu as eu des propositions. J'ai eu à l'époque des propositions que j'ai refusées. Parce que tout simplement, j'en avais pas envie et je me sentais pas à l'aise dans cet univers-là. Toutes les prods devaient te vouloir à l'époque. À l'époque de mon premier Koh-Lanta, j'ai eu pas mal de propositions. Mais encore une fois, ça fait pas partie de mes envies, donc je vais pas me forcer. Je vais pas faire de la télé pour faire de la télé pour me montrer. Je préfère faire des choses à la limite plus confidentielles, mais qui me correspondent mieux. J'ai fait il y a pas longtemps un partenariat avec Ushuaïa Télé, ça parlait d'environnement, d'aventure, de voyage. Voilà, là je me sentais à l'aise. Mais c'est pas pour ça que je dis que ceux qui le font n'ont pas raison de le faire. Bien sûr, c'est que toi ça te correspond pas. C'est que juste moi ça me correspond pas, ça correspond pas à mon caractère. Et pour avoir côtoyé par exemple un Dylan pendant Koh-Lanta, je trouve que ça colle tout à fait à son caractère, à ce qu'il rêvait de faire. Donc il a foncé, il a bien eu raison, quoi. On parle d'amour, Clémence. Alors avant de te poser ma première question, je te montre ce petit extrait vidéo. On le regarde, ça dure 10-15 secondes et on commente ensemble juste après. Tiens, il faut juste appuyer sur play. Hop là. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme tout charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. Bon, je te le présente pas, hein. Non. C'est ton mari. C'est ça. Alors, on n'est pas mariés, mais ah, pardon. Ah oui, donc vous vivez en concubinage. C'est ça. Voilà. Donc Mathieu Johan, je m'en souviens très bien, il participe à la Star Academy 4. Ça, c'était la finale des garçons. Toi, ton premier Koh-Lanta, il était en 2005. Et je crois que vous vous êtes vus, en fait. On s'est vus par écran interposé. Parce que moi, cette vidéo, je l'ai vue en direct. Bah oui, tu étais derrière ta télé. Je suivais la Starac comme des millions de personnes. C'était un programme que j'appréciais. Et lui, de son côté, a suivi Koh-Lanta, peut-être de façon plus épisodique, mais il m'avait vu à l'écran également. Alors j'ai noté cette phrase que tu as déclarée. Mathieu m'avait vu dans Koh-Lanta, moi dans la Starac, c'est ce que tu viens de nous dire. Il a contacté le service presse de TF1 pour avoir mon numéro dans le cadre d'un projet musical sur lequel il travaillait. Alors ce fameux projet musical, était-il un prétexte? Mais tu sais que j'ai toujours pas la réponse. Il m'a toujours pas dit clairement si c'était un prétexte ou s'il avait vraiment le projet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une chanson qui parlait d'aventure et qui parlait de voyage, qu'il m'a présenté. Moi, je savais dès le départ que je ne savais pas du tout chanter. Mais bon, il s'en est vite rendu compte, d'ailleurs. Il voulait te faire enregistrer un single. Voilà, il voulait en fait qu'on partage un duo, parce qu'il avait un projet de faire un album de duo avec des femmes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, chanteuses ou pas, et de partager des chansons qui correspondent à chaque femme. Et il y avait cette chanson-là, qui s'appelait « Et l'on s'aime ». Voilà, ça s'invente pas. Il a rapidement vu que, quand je lui disais que je chantais pas bien, c'était la vérité. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et ça fait 12 ans que ça dure. Mais c'est atypique de fou.
Voilà, votre histoire. Et ce qui est fou aussi, c'est que on s'est rencontrés sur Paris et très rapidement, on s'est installés en Normandie pour monter des cafés-concerts. On n'avait pas du tout d'expérience, mais ça a été une aventure aussi assez atypique. Et ce que je dis notamment dans le livre, c'est qu'on peut vivre une aventure dans Koh Lanta, parce que ça s'y prête. Mais dans la vie de tous les jours, il y a plein d'occasions de vivre des aventures à la fois professionnelles ou familiales et que ça nous donne envie de nous dépasser et de faire de nouvelles choses. Mais est-ce que tu avais eu un coup de foudre, toi aussi, derrière la télévision ? Forcément, j'avais remarqué sa personnalité parce qu'il avait une personnalité à part qui se remarquait tout simplement. Et après, quand on s'est rencontrés, ça s'est fait assez naturellement. Et j'ai constaté, je pense que tu ne vas pas me dire le contraire, que vous ne vous mettez pas en scène. Pourtant, vous pourriez, parce qu'il y a ce phénomène, entre guillemets, de mode qu'on appelle les power couples. Tu vois, quand deux personnes, forcément du couple, ont fait des choses publiques ou alors ont une carrière à succès. Je sais que tous les deux, vous avez une carrière bien remplie dans des domaines très différents. Pourquoi vous décidez d'être discret ? Je pense qu'on décide d'être discret parce qu'on veut déjà préserver notre vie de famille et nos enfants. C'est notre objectif premier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Ça nous est arrivé de les montrer de dos, mais jamais visage, parce que on part du principe que nous, on a peut-être une vie publique, mais ce n'est pas leur choix à eux. Donc on veut déjà préserver ça. Et puis parce que je pense qu'on a tous les deux à cœur de vivre cette vie publique, mais aussi d'avoir une vie tout à fait normale à côté. Donc on est gérant de café-concert aussi. On a les deux pieds sur terre. Mais on a des petits extras dans notre vie médiatique qui nous plaît, et ces extras nous plaisent aussi. Donc on trouve un équilibre là-dedans et je pense que en plus on vient de deux téléréalités. Les gens nous connaissent. Alors télé-crochet et télé d'aventure. Ouais, c'est vrai, c'est bien de faire le petit distinguo. Mais on ne ressent pas le besoin de s'exposer plus que ça et on a trouvé un équilibre comme ça et c'est très bien. Alors vous êtes parents de deux petits garçons. Le premier s'appelle Louis, il a 6 ans. Le second s'appelle Marin, il a 4 ans. Comment est-ce que tu fais à ton niveau, Clémence, pour mener de front ta vie médiatique et ta vie de famille ? Et alors qu'en plus, vous ne vivez pas là où, entre guillemets, tout est censé se passer, bien à sûr. Paris. En effet, on vit en pleine campagne en Normandie. Mais ça nous permet aussi de couper avec cette vie médiatique. Et moi, dans ma tête, j'arrive à faire le distinguo parce que ma priorité, ça reste mes enfants. Et que, après j'ai des opportunités autres, des opportunités médiatiques évidemment. Mais ma priorité reste mes enfants. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller les chercher à l'école, d'être là le mercredi, d'être là au maximum pendant leurs vacances. Et je ne perds pas de vue cette priorité-là. Parce que je me dis que si je perds de vue cette priorité, je le regretterai forcément quand ils seront plus grands et qu'ils partiront de la maison. Donc il y a la vie de famille, il y a la vie médiatique. Je pense que c'est important de mettre une petite frontière entre les deux. Et ça n'empêche pas de profiter des deux, hein, c'est pas le problème. Mais ma priorité reste la vie de famille. En 2014, tu découvres que tu as une tumeur hormonale. C'est quoi une tumeur hormonale ? En fait, une tumeur hormonale, c'est une grosseur, on va appeler ça comme ça. Une grosseur qui est liée aux hormones. Donc, j'ai eu 2 grossesses très rapprochées en 2012 et 2014. Et lors de mon accouchement en 2014, de notre deuxième fils, j'ai eu des problèmes lors de l'accouchement. Il y a eu une césarienne en urgence parce qu'il y avait cette grosseur qui empêchait de faire un accouchement normal. Donc, on s'en est aperçu le jour de l'accouchement. Et donc, c'est hormonodépendant, donc c'est lié aux hormones. Et cette grosseur a vraiment flambé en fin de grossesse et juste après l'accouchement. Et on a eu très peur parce que quand on prononce le mot de tumeur, déjà on pense forcément cancer. Il a fallu faire des examens supplémentaires pour savoir si c'était cancéreux ou pas. Un temps d'attente très long, enfin qui m'a paru très long parce qu'on fait des examens, des biopsies, etc. Et puis on ne sait pas ce qui va nous arriver. Les médecins, évidemment, évoquent un potentiel. Moi, ils m'avaient parlé de cancer des os. Et vu l'évolution de cette grosseur-là, c'était assez fulgurant parce que ça avait triplé en 1 mois. C'était assez important. Ça a été une période délicate à gérer parce que je venais d'être maman pour la 2e fois. J'avais un petit bébé dans les bras, notre fils aîné qui n'avait pas tout à fait 2 ans. Ça a été une période compliquée. Et c'est pour ça que je l'aborde aussi dans le livre. C'est que j'ai voulu aborder les
point les moments importants de ma vie et ça fait partie des moments délicats que j'ai eu à vivre, des épreuves que j'ai dû affronter. Donc il y a eu toute une période de doute en attendant les résultats. Une fois qu'on a eu les résultats, on a été déjà soulagé parce que ce n'était pas cancéreux. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Donc je vis avec. Je suis suivie très régulièrement pour voir l'évolution des choses. Fort heureusement, c'est en train de diminuer, mais je vis avec. Et la plus grande conséquence, c'est que comme c'est hormonodépendant, je ne pourrai pas avoir de troisième grossesse à venir. Donc voilà, nous avons 2 enfants et nous en resterons là. Et en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'humain, comment est-ce que tu as géré cette annonce auprès des proches, auprès du conjoint? Bon, je comprends que non, parce que il était présent. Il était présent, mais auprès du premier enfant aussi peut-être. Enfin, je sais pas. Comment tu as appréhendé tout ça? Alors, ma famille en tout cas. Alors moi, j'ai un état d'esprit plutôt positif et peut-être que ça vient de là, c'est que ma famille aussi. Donc rapidement, quand je leur ai dit voilà, on a ce souci-là. Il se trouve qu'à la radio, à l'IRM, tout ça, on a vu une grosseur. Ils m'ont plutôt dit ne mets pas la charrue avant les bœufs, essaie d'attendre les résultats, essaie de ne pas penser à des choses trop négatives en attendant. Dur, alors naturellement, forcément c'est dur. Et puis c'était une période où voilà, je venais d'accoucher, on était en train de construire cette famille-là. Et je me dis, ça ne peut pas m'arriver à moi, c'est pas possible. Mais forcément, on a ces idées-là qui traversent l'esprit. Même si on a un état d'esprit positif, on pense au pire dans ces moments-là. Donc ma famille l'a pris de façon assez, pas sereine, mais ils m'ont dit, attends de voir le résultat avant de t'inquiéter. Mathieu s'est beaucoup inquiété parce que, comme je disais, on était en train de construire notre famille et on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et après, dès l'annonce du résultat, déjà, le pire était évité. Donc, je me considère comme très chanceuse d'être passée à côté du pire et à côté de traitements très lourds, etc. Après, concernant le côté plus négatif, quand on m'a dit « tu ne pourras plus avoir d'enfants », etc., je me dis que j'ai quand même la chance d'avoir 2 enfants, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai quand même la chance d'être passée à côté de quelque chose de vraiment très grave. Donc je préfère prendre les choses avec cet état d'esprit-là et continuer à avancer avec ça. Ça fait partie de mon parcours. Je pense que j'aime l'idée de me dire ça m'a aussi enrichi, ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, ça me permet aussi de relativiser pas mal de choses parce que je me dis je suis malgré tout en bonne santé, ça m'handicape pas du tout. Donc profitons de la vie, quoi. Tu as déclaré que tu estimais que cette épreuve était une piqûre de rappel pour ne pas oublier qu'il faut profiter de la vie. Bien sûr. Parce que je pense que tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on ne peut pas imaginer ce qu'on peut ressentir. Donc évidemment, j'avais jamais vécu ça. Et ces pensées et ce sentiment de doute, de ne pas savoir de quoi seront faits les mois prochains, moi, ça m'a... J'ai envie de dire ça m'a appris, mais ça m'a fait grandir et je m'estime chanceuse encore une fois, quoi. Parce qu'il y a, je pense aux gens qui n'ont pas cette chance et qui sont confrontés à des choses beaucoup plus graves. Et j'aime me dire aussi que j'ai une bonne étoile. Écoute, merci Clémence Castel pour toutes tes confidences. Merci. Ton parcours, ton état d'esprit, ton histoire, vous retrouverez tout dans le livre Aller jusqu'au bout que tu as écrit toi-même. Hein. Oui, je tiens à le dire. C'est important de le dire, aux éditions Flammarion. Et pourquoi d'ailleurs c'est important pour toi de le dire? Je sens que c'est une fierté et tu as raison. Parce que le titre, c'est Aller jusqu'au bout. Je ne serais pas allée jusqu'au bout de ce livre-là si ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Donc ça correspond à mon état d'esprit. Donc c'est cohérent. Très bonne réponse. C'est très cohérent. Et on peut te retrouver également, Clémence, sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Clémence Castel officiel. On est tout bon? Tu as tout dit. Bon, écoutez, j'ai plus qu'à te remercier, Clémence, et à remercier aussi toute ma communauté, en espérant que cette interview vous ait plu. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour nous dire à Clémence et à moi-même ce que vous en avez pensé. Et surtout, très important, je le répéterai jamais assez, je me gratte en même temps, le bouton pour vous abonner qui est juste au-dessus de ma tête. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Au revoir Clémence. Bye bye.